Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Rudy Saada. Bonjour Rudy. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Rome en ébullition demain à 15h30. Les portes de la chapelle Sixtine se fermeront sur les 133 cardinaux participant au conclave. Ils n'en sortiront uniquement après s'être mis d'accord sur le nom du prochain pape. Son profil s'affine jour après jour et la liste des papabili s'allonge. Le reportage à Rome de l'envoyé spécial d'Europe 1, Frédéric Michel. À coups de graphiques en couleur, de statistiques, de sondages et d'articles détaillés, les médias du monde entier, particulièrement ici en Italie, affichent et comparent les noms et les profils des cardinaux qui ont le plus de chances d'être élus. Véronique travaille pour la Rai Uno, la télé italienne. Le plus drôle, c'est qu'il y a aussi des paris en ligne sur un jeu appelé Sant'Haddad. Et donc, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au club des possibles futurs papes. Chaque jour, les journaux publient des baromètres. Hier, le cardinal italien Pizzaballa et le hongrois Péter Erdő étaient en hausse. Le numéro 2 du Vatican, le cardinal Parolin, en baisse. Marco Bottiglieri, journaliste pour l'agence italienne La Presse. On voit ces jours avec beaucoup de confusion. Il y a plein de noms qui sortent. C'est lui qui va être pape, non, c'est lui. Je pense que personne ne sait rien. Même les cardinaux ne savent pas beaucoup. Le cardinal Vesco, franco-algérien, nous a dit que tous les jours, on découvre des bonnes personnalités qui pourraient être pape. Excusez-moi, mais je suis en retard. Oh là 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 là. Sur la place du Saint-Office, les cardinaux entrent et sortent du Vatican entourés de caméras, micros et appareils photo. L'un d'entre eux sera bientôt le nouveau pape. Rome, Frédéric Michel, Europe 1. Voilà, le cardinal Vesco, dont il est question dans ce reportage, évêque d'Alger. Eh bien, vous l'entendrez tout à l'heure dans le journal de 8h, nous expliquer ses pronostics justement sur cette élection du successeur de François au Saint-Siège. Tôt ce matin, l'Élysée a également confirmé cette information à Europe 1. Le président syrien par intérim, Ahmed Al-Shara, sera bien reçu demain à l'Élysée. Oui, un invité au profil qui dérange. Ahmed Al-Shara est également connu sous son nom de Abou Mohamed Al-Joulani. Il a notamment cofondé le groupe djihadiste Al-Nosra. Emmanuel Macron dit vouloir agir pour la stabilité d'une Syrie qui respecte ses minorités. Jacques Serret, du côté de la présidence, eh bien on assume. Selon les informations d'Europe 1, Ahmed Al-Shara est en effet attendu demain en fin d'après-midi à Paris. Emmanuel Macron doit accueillir le dirigeant syrien au palais de l'Élysée. La préparation de cette visite a déjà nécessité une demande d'exemption de la France auprès des Nations Unies. Fiché comme terroriste, Ahmed Al-Shara était sur les listes de sanctions de l'ONU et avait jusqu'ici interdiction de voyager. Emmanuel Macron sera donc le premier dirigeant européen à l'accueillir. Nous ne faisons pas l'impasse sur le passé de monsieur Al-Shara, mais il a lancé un processus de transition, explique la présidence. Nous avons un rôle historique en Syrie. Notre intérêt est de stabiliser ce pays, argumente l'Élysée. Le chef de l'État compte aborder l'avancée de la transition en Syrie, en termes d'inclusivité notamment, mais également la question du retour des réfugiés syriens, rapporte une source proche du dossier. L'ancien djihadiste d'Al-Qaïda et de l'État islamique, fondateur du front Al-Nosra, foulera donc les graviers de la cour d'honneur et grimpera les marches du perron de l'Élysée. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. 2 ans de prison, dont un ferme pour prononcer à l'encontre de l'auteur d'une agression antisémite à Anduze la semaine dernière. L'homme de 45 ans était jugé hier en comparution immédiate pour avoir molesté un homme de 70 ans qui portait une kippa. L'agresseur avait accompagné ses coups d'insultes antisémites. Le corps d'Agathe Hilleret, cette joggeuse de 28 ans disparue il y a 3 semaines à Vivonne dans la Vienne, a été retrouvé. L'issue dramatique ne faisait que peu de doute. Oui, les analyses sont en cours pour en savoir plus sur les circonstances de la mort de la jeune femme. La découverte macabre a été faite par un promeneur, c'était dimanche. Jean-Baptiste Marty, c'est en dehors des zones de recherche des gendarmes que sa dépouille a été retrouvée. Effectivement, une découverte en périphérie au sud de Vivonne, plus précisément dans un sous-bois jusqu'alors très peu exploré par les gendarmes et qui ont tout de suite fait le rapprochement avec cette disparition. Une première autopsie a été réalisée sur le corps, des premières constatations qui n'ont toutefois pas permis pour le moment de déterminer les causes du décès, mais d'autres analyses sont prévues dans les prochains jours. Seule certitude, il s'agit bien du corps d'Agathe Hilleret. La jeune femme avait disparu le 10 avril dernier en allant faire un jogging depuis le domicile de ses parents où
où elle vivait. Une disparition prise alors très au sérieux par les gendarmes avec la publication d'un avis de recherche et des moyens colossaux sur le terrain. Une centaine de gendarmes et la brigade cynophile déployée. Une information judiciaire des chefs d'enlèvement et de séquestration contre X avait été ouverte dans le même temps par le parquet de Poitiers. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Les voyageurs verront-ils leur week-end du 8 mai gâché par la grève? Élément de réponse ce matin à 10h30 avec la direction de la SNCF qui va faire un point presse. Oui, pour le moment, les perturbations touchent les lignes régionales. Par exemple, un train sur 2 circule sur les RER B et C. Barthélémy Philippe, le mouvement devrait donc s'intensifier et les perturbations devraient culminer à partir de jeudi, le premier jour du pont. Oui, à ce stade, seule la grève des agents de conduite et commerciaux à l'appel de Sudrail et de la CGT a commencé. Les lignes à grande vitesse sont épargnées au moins jusqu'à jeudi, mais la galère est déjà là pour les usagers des TER. Seul un train sur 3 circulait hier dans le Nord et le Pas-de-Calais. L'Île-de-France est déjà très touchée avec une circulation au compte-gouttes sur les lignes B et C du RER et un réseau transilien au ralenti. Le mouvement devrait monter en puissance à partir de jeudi. Sudrail appelle les conducteurs à débrayer et les contrôleurs entreront aussi dans la danse pour le premier jour du pont avec des perturbations étendues au réseau TGV. De son côté, la direction de la SNCF écarte le scénario d'une semaine noire, mais elle ajuste déjà son plan de communication. Elle a fait savoir que tous les billets sont échangeables et remboursables sans frais jusqu'à la fin de la semaine. SNCF Voyageurs organise une conférence de presse en fin de matinée pour détailler les conditions de circulation des lignes TGV et Intercité pour le pont du 8 mai. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Et puis veillée d'armes pour les supporters du PSG. Ils rêvent d'une deuxième finale de Ligue des Champions. Mais il faudra d'abord passer l'obstacle Arsenal demain soir en demi-finale en retour. Cyril de la Morinerie du côté des Parcs des Princes. Du Parc des Princes, on se prépare notamment dans les bars et les restaurants qui vont accueillir beaucoup de fans et les supporters parisiens sont plutôt confiants. Oui, à côté du Parc des Princes, c'est déjà le branle-bas de combat dans ce restaurant qui fait le plein lors des matchs. Laurent, qui dirige l'établissement, a commandé 1000 litres de bière et le four à bois va tourner demain soir à plein régime. Les pizzas, les soirs de match, c'est ce qui se vend le mieux. Aux alentours de 500 pizzas. Après, le reste, ce sera des burgers. Malgré l'avance d'un but du club parisien, Laurent, évidemment fan du PSG, préfère rester prudent. On n'est jamais à l'abri, c'est un match de Ligue des Champions. Donc, surtout Paris Saint-Germain ont l'habitude de prendre des remontadas. On est surtout excités de voir ce deuxième match. Paris SG. Et en face du Parc des Princes, l'ambiance monte. Solal et Antoine, qui sortent du lycée, pensent plus au match qu'au devoir. On leur a quand même mis un but chez eux. Là, on est chez nous. On a une équipe qui est quand même bien remontée. Ouais, je pense qu'on va gagner. On a un Donnarumma qui est bon. En plus, on a un très bon coach. Donc cette année, normalement, elle est pour nous. C'est l'amour qu'on a pour toi. Et les supporters parisiens espèrent qu'Ousmane Dembélé, sorti sur blessure au match aller, sera bien présent sur le terrain demain soir. Le meilleur buteur du PSG a pu s'entraîner normalement hier avec ses coéquipiers. Cyril de la Morinerie. Merci Rudy Saada, c'était votre journal. Il est 7h08 sur Europe 1 à suivre l'édito éco. Un référendum sur des économies budgétaires, paraît-il, l'idée de François Bayrou est nulle et non avenue parce que le budget, ce serait la prérogative du Parlement et on n'a pas le droit de voter sur des questions budgétaires en référendum. Ah oui, vraiment. Agnès Verdier-Molinier n'est pas d'accord, elle va nous expliquer pourquoi dans 10 minutes. Et puis dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin. Est-ce que je vous le présente vraiment? La signature Europe 1, Philippe Val, pour nous parler de son dernier livre, La gauche et l'antisémitisme.